Bienvenue dans Octobre Obscur. Jour 2. Prépare-toi pour 3 histoires vraies ou fausses, mais flippantes. Je vais juste répéter ce que j'ai dit hier, mais je compte faire une vidéo par jour où je vous raconte 3 à 5 histoires vraies, fausses, mais flippantes, jusqu'au 31 octobre. Voilà, comme on est au mois d'octobre, Halloween, le mois de l'horreur quoi. C'est parti. 4h23 du matin. Je ne l'ai pas imaginé. Je suis pas folle. Ma vie a peut-être été altérée par ma consommation excessive d'alcool, mais je sais ce que j'ai vu. Je sais que c'était réel. Je suis assise dans un bain rempli d'eau glacée pour essayer de me débarrasser de cette impression d'être couvert de sang. De son sang. 5 heures plus tôt. Il devait être environ 23h lorsque j'ai trébuché sur ma porte d'entrée. Peut-être que trébucher est un euphémiste. Je me suis littéralement effondrée par terre tellement j'étais épuisée. Et tout ce que je voulais faire, c'était dormir. Cela faisait exactement 6 mois qu'Anna avait disparu, et malgré mes efforts pour me distraire, je savais qu'il faudrait beaucoup plus que quelques shots de vodka et la brûlante sensation qu'ils m'ont laissée dans la gorge pour m'empêcher de penser à elle. Anna est ma petite sœur. C'était une jeune fille de 16 ans, introvertie, mais quelque peu agitée, qui a toujours l'air inquiète et effrayée. C'est pour cette raison que je crois pas une seule seconde qu'elle ait fugué. Non, elle a été kidnappée. J'en suis persuadée. La dernière personne à avoir vu Anna la nuit de sa disparition était son amie, alors qu'elle quittait la fête à laquelle elle était. Ou du moins, jusqu'à ce que je rentre chez moi cette nuit, à moitié bourrée, pour retrouver ma petite sœur assise sur le sol à la cuisine. Anna? Anna? J'ai pas fouillé en me frottant les yeux. Essayé d'adapter mes yeux à l'obscurité ambiante. Pas de réponse. Elle était assise sur le sol, le dos contre le frigo, serrant ses genoux contre sa poitrine. Sans plus hésiter, je me suis précipitée vers l'interrupteur et j'ai allumé la lumière. Mais avant que je puisse courir vers ma sœur, il y a eu 3 coups très forts contre la fenêtre. J'ai violemment sursauté et je me suis tournée vers la source du bruit. De l'autre côté de la vitre se trouvait Anna. Bien que sa voix fût étouffée par la distance, l'expression terrifiée de son visage, couvert d'un maquillage qui avait coulé, montrait clairement ce qu'elle voulait dire. Entre deux sanglots, elle me suppliait de sortir. J'ai reporté mon attention sur la fille assise par terre dans ma cuisine, qui était maintenant en train de me fixer. J'ai rapidement fait demi-tour vers la porte d'entrée et j'ai saisi le poignet, mais je n'ai pas réussi à l'ouvrir. La poignée ne voulait même pas bouger. Alors que j'ai essayé désespérément d'ouvrir la porte, terrifiée, j'ai croisé le regard de la fille dans la cuisine, qui était en train de se lever. Lentement. Très lentement. Elle portait le même pull rose et usé qu'Anna portait toujours. Seulement, elle était déchirée et imbibée de sang. J'ai regardé à nouveau par la fenêtre, mais la vraie Anna n'était plus là. Est-elle allée chercher de l'aide? J'ai violemment balancé mon corps contre la porte, dans une tentative futile et désespérée de l'ouvrir. Et au moment même, la chose a commencé à parler. Et tout mon corps s'est figé. Je t'ai trouvé. Elle a murmuré d'une voix sans aucune émotion, sans détacher son regard du mien. Où est ma sœur? J'ai grogné. Ça ne pouvait pas être elle, j'ai pensé. La façon menaçante dont elle me fixait. Anna, elle me regardait jamais comme ça. La fille qui se tenait devant moi semblait inhumaine, drainée de toute vie. Bien qu'elle ressemble trait pour trait à Anna, ça ne pouvait pas être elle. Sans aucun doute, c'était ma vraie sœur à l'extérieur de la fenêtre et je devais la rejoindre. Je ne pouvais pas me permettre de la perdre à nouveau. Je ne le supporterais pas. Soudainement, la fille s'est jetée contre moi en nous roulant ses bras autour de ma taille. J'ai hurlé en essayant de me dégager, mais elle n'a fait que serrer de plus en plus fort. N'étant plus que pure adrénaline, je lui ai donné un coup de poing dans l'estomac, j'ai attrapé la bouilloire et je l'ai abattue sur sa tête. Alors qu'elle s'écroulait au sol, la porte s'est brutalement ouverte derrière moi. C'était Anna. Elle s'est agrippée à mon corps, sanglotant de manière incontrôlable alors que j'étais figée dans un silence, stupéfaite et choquée
fixant la fille inconsciente sur le sol qui était maintenant entourée d'une flaque de sang. Je suis restée paralysée quelques minutes, mais la main glacée d'Anna était serrée si fort contre mon bras que j'avais l'impression que je me tenais là depuis des heures. Elle était tellement froide qu'elle me brûlait la peau. Elle devait être gelée. Puis soudainement, elle s'est calmée et elle m'a lâché le bras. Elle s'est avancée vers son sosie, qui n'avait toujours pas bougé d'un pouce, et lui a touché le cou du bout des doigts pour vérifier son pouls. Puis elle a levé les yeux vers moi d'un air désolé, secouant la tête. L'avais-je tuée? Non, elle était déjà en train de saigner. Elle se serait vidée de son sang quoi qu'il arrive. Je savais que je devais faire quelque chose à son sujet. Je n'allais pas la laisser là, mais je devais d'abord m'occuper d'Anna, qui devait être terrorisée et frigorifiée. J'ai décidé que la meilleure solution serait de la mettre au lit et attendre le lendemain matin pour discuter de tout ça, pour lui permettre de se reposer et récupérer des forces. Je ne voulais pas la brusquer. Je lui ai donc lavé le visage, je l'ai installée confortablement dans mon lit, je l'ai laissé se remettre de ses émotions. De mon côté, je devais aller prendre un bain pour essayer d'encaisser tout ce qui venait de se passer. 4h23 du matin. J'étais couvert de sang de cette fille et mon estomac s'est retourné à la pensée de son corps sans vie abandonné sur le sol de ma cuisine. Elle ne pouvait pas être humaine, c'est impossible. Sa façon de marcher la rendait monstrueuse. Anna, ma vraie Anna, ne m'avait pas adressé une seule fois la parole pendant que je la mettais au lit. Ça m'a inquiété énormément. Elle m'a fait que de me regarder fixement d'un regard vide. Mais maintenant que j'y repense, j'aurais juré qu'elle n'avait même pas cligné des yeux. Je n'ose même pas imaginer ce qu'elle a dû endurer ces 6 derniers mois. J'ai secoué la tête pour chasser ces pensées dérangeantes. Ma priorité pour le moment est de la garder en sécurité. Je me soucierai du reste plus tard. Je suis finalement sortie du bain, me sentant toujours hébétée. Je ne voulais absolument pas penser aux cadavres dans ma cuisine et encore moins m'en occuper, mais je n'avais pas le choix. Je devais faire quelque chose avant qu'Anna se réveille. Je me suis lentement glissée dans les escaliers, les marches grinçant sur mes pas. Je me suis avancée jusqu'à la cuisine. Je me suis arrêtée à l'embrasure de la porte. Pourquoi avais-je si peur d'y aller? Ma gorge était sèche et irritée, comme si j'avais avalé des lames de rasoir et une boule d'angoisse la comprimait. J'ai dégluti et j'ai poussé la porte. Disparu. Tout à fait disparu. Ma cuisine était revenue à son état immaculé. Le corps, le sang, tout avait disparu. Comme si rien ne s'était jamais passé. Comme si j'avais tout imaginé, y compris le retour d'Anna. Anna? Mon cœur a manqué un battement et j'ai hurlé son nom et me précipitant vers les escaliers, grimpant les marches 4 à 4 et j'ai foncé vers ma chambre où Anna était en train de dormir. J'ai ouvert la porte à la volée et le spectacle qui s'étalait devant mes yeux m'a fait tomber à genoux. Ma tête a commencé à tourner. Tout ce que je pouvais voir était un océan de pourpre. Du sang avait taché le tapis et avait glissé sur tous les murs. Du sang avait taché le tapis et avait giclé sur tous les murs. La fille morte qui était dans la cuisine avait été découpée. Des parties de son corps avaient été dispersées un peu partout dans la pièce, y compris sa tête qui avait été décapitée. Au-dessus de ce carnage se tentait une fille aux longs cheveux noirs, aux yeux noircis, peau d'une pâleur fantomatique. Elle a levé les yeux de ses mains pour les poser sur moi, mains qui tenaient ce qui ressemblait au cœur de la deuxième fille, et m'a lentement souri, la bouche dégoulinant de sang. Ce n'était pas ma sœur. Ma sœur est la fille qui actuellement dispersée aux 4 coins de la pièce. C'était elle depuis le début. Paralysée, incapable de respirer et sur le point de perdre connaissance, j'ai difficilement réussi à déchiffrer les mots tracés en lettres sanglantes sur l'un des murs. Tu as fait le mauvais choix. Avant que je puisse reprendre mon souffle, la créature a enfoncé ses crocs dans le cœur de ma sœur et a murmuré « Je t'ai trouvé ». Je n'ai jamais été proche de mon frère, Lucas. Pourtant, on n'a que 2 ans d'écart et on a grandi dans la même maison. Les mêmes disputes, les mêmes Noëls. Mais Lucas a toujours eu quelque chose d'étrange. Rien de vraiment concret, pas de gestes violents, pas de grandes crises, non, c'était plutôt dans ses silences, son regard, sa manière de vous fixer sans cligner des yeux. Ma mère disait que c'était simplement un garçon sensible et dans sa bulle. Mon père, lui, n'en parlait jamais. Quand j'ai quitté la maison pour m'installer avec mon copain à 19 ans, je ne pensais plus avoir y pensé. Lucas avait alors 17 ans. Il venait de se renfermer encore un peu plus sur lui après le décès brutal de notre père dans un accident de chantier.
Ma mère m'appelait parfois en me disant qu'elle s'inquiétait pour lui. Il passait des heures dans sa chambre à bricoler. Mais je ne répondais qu'il avait toujours été comme ça, que ça finirait par lui passer. Je n'ai plus eu de nouvelles de Lucas pendant plusieurs mois, pas un message, pas un appel. Puis un jour, 1 an après le décès de papa, il m'a recontacté, un simple SMS. Salut, j'aimerais te voir, j'ai fabriqué quelque chose pour toi. Je me souviens avoir lu et relu ce message, j'ai hésité, puis j'ai fini par lui répondre d'accord. Viens samedi. Il est arrivé avec une petite boîte en bois parfaitement vernie, sculptée à la main. Il l'a tendue sans rien dire. J'étais un peu mal à l'aise, mais j'ai ouvert, à l'intérieur, une figurine me représentait. C'était moi. Assise sur un banc, une précision incroyable dans les traits, les cheveux et la poitrine. Même les vêtements étaient ceux que je portais sur une vieille photo Facebook. Tu aimes ? M'a-t-il demandé en souriant. Je lui ai dit que c'était très bien fait, que j'étais impressionnée. C'était vrai sur le coup. J'étais touchée. Il m'a regardé longuement, puis a simplement dit « J'en ai fait plein d'autres ». Je n'ai pas osé demander ce qu'il voulait dire par là. Il est resté dîner avec mon copain et moi. Il a été étonnamment aimable, presque normal. Puis il est parti, sans que je n'ai vraiment pu creuser. Ce n'est que plusieurs jours plus tard que j'ai commencé à y repenser. Et à m'interroger, cette figure, où il avait appris à sculpter comme ça. Je me suis retournée la voir dans la boîte, en l'observant mieux, et j'ai remarqué un détail au dos du banc. Gravé en minuscule, une date. 23 juin. Une date qui ne m'évoquait rien du tout. J'ai cherché, relu des vieux messages, consulté d'anciens agendas, mais rien. La semaine suivante, Lucas m'a envoyé un message. « Tu veux venir voir les autres ?» J'ai demandé. « Les autres quoi ?» Il a répondu. « Les autres toi ?» Je me suis sentie glacée. J'ai mis quelques minutes à reformuler ma réponse. Finalement, j'ai dit que j'étais occupée, que ce serait pour une autre fois. Il n'a pas insisté. Les autres jours ont passé. Mais quelque chose a changé. J'ai commencé à me sentir observée. Pas dans la rue, ni au travail, chez moi. Je retrouvais des objets légèrement déplacés, mon oreiller retourné, une brosse à cheveux qui n'était pas à sa place, une photo imprimée de moi collée sur la vitre de la voiture. Je devenais paranoïaque. J'ai fini par installer une caméra dans mon salon en cachette, une caméra discrète que j'ai reliée à mon téléphone. Les 2 premières nuits, rien. La 3e, je l'ai vu. Lucas. Il était chez moi, debout dans le salon à 3h12 du matin. Il tenait une figurine, une autre, encore moi, cette fois en position couchée, les yeux fermés. Il s'est approché de la caméra, il l'a fixée quelques secondes, comme s'il savait, puis il est reparti. Je n'ai pas appelé la police, je ne sais pas pourquoi, peut-être une forme d'aveuglement ou un reste de lien familial. J'ai déménagé précipitamment le week-end suivant, sans prévenir personne, même pas ma mère. Mais aujourd'hui, je suis dans un nouvel appartement et ce matin, devant ma porte, j'ai trouvé une boîte, encore en bois, vernie, sculptée avec soin, et sur le couvercle, une seule chose, 23 juin, gravé profondément comme une menace. Nous sommes le 10 juin, il me reste 13 jours. Lyon, France, 1994. Nathalie termine son service d'infirmière, il est 5h du matin. Elle monte dans sa voiture et s'engage dans les rues encore désertes. Très vite, elle remarque qu'une voiture la suit de près. Au moment de la dépasser, la voiture se rabat violemment derrière Nathalie et commence à lui faire des appels de phare. La jeune infirmière accélère anxieuse tout en essayant d'apercevoir le conducteur du véhicule dans son rétroviseur. Les appels de phare continuent frénétiquement. Elle tourne à droite puis à gauche, la voiture la suit. Nathalie commence à paniquer. Que lui veut cette personne ? Elle arrive dans l'allée, menant à sa maison, son seul espoir tenter le tout pour le tout et courir s'enfermer chez elle pour appeler la police. Au moment où elle descend de la voiture, elle entend son poursuivant descendre à son tour et hurler « Enfermez-vous et appelez la police vite !» N'osant pas se retourner, elle s'enferme chez elle et appelle les gendarmes. Elle jette un coup d'œil par la fenêtre pour apercevoir une grande silhouette armée d'un couteau de boucher attaquant sauvagement l'homme qui la suivait terrifié. Nathalie se réfugie dans une salle de bain, priant pour que les secours arrivent au plus vite. Ce n'est que plus tard qu'elle comprendra ce qu'il s'est réellement déroulé ce jour-là. L'homme dans la voiture essayait de la sauver. Il y avait un homme se glisser dans la voiture de Nathalie et essayait de la prévenir. Il l'a payé de sa vie. J'espère que ces 3 histoires vous ont plu. N'hésitez pas à m'envoyer vos histoires à cette adresse email. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et je vous dis à demain. Bisous!